Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. 50 tonnes de dattes pour soutenir les fidèles musulmans béninois dans le cadre du Ramadan. C'est un don de l'Arabie Saoudite au Bénin. Les documents officiels du don ont été signés hier. Que retenir du projet de développement de l'accès à l'énergie moderne? Réponse à suivre dans le reportage bilan de la tournée nationale du ministre de l'Énergie et du directeur général de la SBEE. Près de 22 morts et environ 60 blessés, c'est le bilan d'un attentat meurtrier survenu à Manchester au Royaume-Uni dans la soirée d'hier. Le récit du drame à suivre dans ce journal. Développement, c'est à l'instant même et nous démarrons avec le séjour du président de la République en Arabie Saoudite. Sur initiative de Sa Majesté, le roi Salman d'Arabie Saoudite, le chef de l'État a participé au sommet islamo-arabo-américain qui s'est ouvert à Riyad le dimanche dernier. À son arrivée le samedi, le président Patrice Talon et sa délégation ont été accueillis à l'aéroport par les autorités saoudiennes. Le compte rendu avec Renaud Akapo. C'est répondant à l'invitation de Sa Majesté, le roi Salman d'Arabie Saoudite, que le président Patrice Talon a rejoint ses pairs dans la capitale saoudienne pour le sommet islamo-arabo-américain qui s'est ouvert le dimanche 21 mai. Au pied de l'avion présidentiel pour le cérémonial d'accueil du chef de l'État béninois et de sa délégation, le prince héritier Mohammed bin Abdelrahman, député maire de la ville de Riyad. Les échanges de familiarité ont été orchestrés dans une atmosphère empreinte d'hospitalité. Au salon d'honneur de l'aéroport King Khalid International, le chef de l'État et le prince héritier ont eu un bref entretien, puis cap a été mis sur l'espace retenu pour le court séjour de la délégation béninoise sur le sol saoudien. Avant l'ouverture du sommet islamo-arabo-américain à Riyad, le président Patrice Talon s'est prêté aux questions de la presse saoudienne. Ce sommet est d'une importance capitale, d'autant que le défi de la sécurité, qui est notre défi à nous tous, un défi commun, est porté de manière magistrale par l'Arabie Saoudite, qui a un esprit de leadership important, ainsi que les États-Unis. Et ce sommet qui rassemble donc ces deux grandes nations et les pays d'Afrique auxquels j'appartiens relève pour nous d'une importance majeure. Et je profite donc pour saluer l'initiative de Sa Majesté, saluer son leadership dans ce domaine. Vous savez, c'est ma deuxième visite en Arabie Saoudite depuis que je suis président du Bénin, depuis seulement un an environ. Et ma participation à cette réunion montre bien combien mon pays, et moi-même, mon gouvernement, nous reconnaissons ce leadership de l'Arabie Saoudite, de Sa Majesté, pour la lutte contre ce fléau qui nous menace nous tous. Le royaume s'engage de manière remarquable dans cette lutte, et cela, pour nous, relève d'un leadership que je salue avec brio ici. Son rôle est important et majeur pour cette lutte. Merci au peuple saoudien, merci aux autorités saoudiennes pour l'accueil dont nous sommes l'objet et pour l'hospitalité qui caractérise tant ce peuple-là, et ce qui nous donne beaucoup de plaisir à être avec vous, parmi vous, chaque fois que nous avons l'occasion. Placé sous le co-leadership du président Donald Trump et du souverain wahhabite Sa Majesté le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, le sommet islamo-arabo-américain a connu la présence d'une belle brochette de personnalités issues du monde arabe ainsi que des dirigeants de pays musulmans d'Afrique. Cette rencontre au sommet a été l'occasion saisie par ces leaders pour passer en revue les questions majeures liées à la menace terroriste à travers les États. Ouvert dans l'après-midi du dimanche 21 mai,
le sommet islamo-arabo-américain a été notamment marqué par le discours du souverain saoudien et celui du président américain. Il a été retenu au terme des discussions la mise en place à Riyad d'un centre global de lutte contre le terrorisme et l'intensification des actions destinées à couper les financements des mouvements islamistes. Restons avec le royaume saoudien qui apporte son soutien aux fidèles musulmans béninois pour la période du jeûne du Ramadan. C'est à travers le don de 50 tonnes de dattes au Bénin. La cérémonie de signature des documents de réception de ce cadeau a eu lieu hier au ministère des Affaires étrangères. Rebecca Kendiaoundé, Alexis Kenom pour le compte rendu. 50 tonnes de dattes d'une valeur de 42 millions de francs CFA. C'est le don de Sa Majesté le roi Salman de l'Arabie Saoudite au gouvernement béninois. Un geste pour soutenir les musulmans pendant ce mois de Ramadan. La remise officielle du don de Sa Majesté le roi Salman, ce don qui a été fait au peuple béninois, c'est un don de 50 tonnes de dattes réservé à la population musulmane du Bénin et afin de pouvoir passer de bons moments du mois de Ramadan. Ce don s'inscrit dans ce qui commence à être une tradition puisqu'il fait suite à ceux de 2015 et de 2016. Je puis vous rassurer qu'une répartition judicieuse en sera faite sur toute l'étendue du territoire national, et ce, conformément à une grille établie par un comité de gestion impliquant toutes les parties concernées. Pour le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, cet acte symbolise l'amitié qui lie les peuples béninois et saoudiens, une amitié forte et lointaine qui ne cesse de se renforcer et de se consolider au fil du temps. À Ouaké, l'activité politique des membres de l'Alliance pour un Bénin triomphant ABT a pris fin par une déclaration. Il est question de situer l'opinion publique nationale et internationale sur la position du parti par rapport à la mouvance. Suivez ici un extrait lu par le porte-parole. Au terme de cette importante réunion, les militants et sympathisants de l'Alliance pour un Bénin triomphant de la 14e circonscription électorale, tout en reconnaissant les efforts faits par le bureau politique de l'Alliance dans la gestion de cette crise, recommande au bureau politique de renforcer les structures de l'Alliance, améliorer la communication et le dialogue au sein et entre les organes de l'Alliance, lever la suspension prononcée à l'encontre de l'honorable Afo Obo Ahmed. Au président de l'Alliance, les militants et sympathisants félicitent le président Abdoulaye Bio-Tchané pour la sagesse avec laquelle il a géré cette crise et l'encourage à prendre toutes les initiatives nécessaires au renforcement et au rayonnement de notre alliance. Enfin, les militants ABT réaffirment leur soutien ferme au président Talon et à son gouvernement afin de mener les réformes nécessaires au développement économique et social de notre pays. Entrée politique du mouvement pour la démocratie, l'éthique et les libertés, Modèle Plus. Militants et sympathisants se sont retrouvés à Kwataba dans la commune de Savalou pour relancer officiellement les activités de leur mouvement après une courte pause. François Zissou et Mérida Quinsoton pour le point. Créé en 2015, le mouvement pour la démocratie, l'éthique et les libertés, Modèle Plus, est un mouvement de jeunes convaincus, déterminés et engagés à faire leur part dans la politique, faire leurs preuves et passer par ce tremplin pour développer leurs localités respectives, leurs communes, leur pays, le Bénin. Après environ 2 ans d'existence et le vent des différentes élections, le mouvement Modèle Plus veut se remettre au travail et mieux s'afficher. C'est aujourd'hui la rentrée politique. Nous suivions avec attention l'actualité nationale riche de ces soubresauts. Aujourd'hui, face à la recomposition de la classe politique, nous faisons officiellement retour dans l'animation de la vie politique par cette rentrée dont l'objectif est de réaffirmer notre existence et nos convictions, de dire avec force notre appartenance à la rupture,
d'affirmer notre accompagnement au programme d'action du gouvernement. Nous n'avons pas de choix que d'accompagner le pouvoir qui est en place. Nous avons opéré ce choix. Et même, j'allais dire, au lieu de parler de la rentrée, nous sommes entrés, nous sommes dedans. Courage, foi et abnégation animent ces jeunes, membres et militants du mouvement Modèle Plus, qui ont pour vision de base de changer les choses, lutter contre la facilité et faire la politique de façon saine. Difficile, oui, mais pas impossible. Nous, au niveau de la jeunesse révélée, nous sommes déjà prêts à cette révolution de la jeunesse. Oui, la liberté s'arrache. Nous n'allons pas l'arracher en manquant de respect à nos aînés. Nous allons l'arracher tout en sachant que nous ne devions pas sauter les piédestals. Nous partageons les mêmes idéaux et nous savons très bien qu'en son temps, nous saurons se donner la main pour travailler ensemble. La politique, ce n'est pas l'art de s'enrichir. La politique, c'est un métier, un job qui amène ceux qui le font à accepter, se mettre au service des autres. Modèle Plus, mouvement pour la démocratie, l'éthique et les libertés, un mouvement pas comme les autres, affirment et insistent les membres, et avec leur slogan Modèle Plus, convaincus nous allons loin, ils pensent bien rallier d'autres jeunes à leur cause, une cause commune pour une réussite pour tous. Le projet de développement de l'accès à l'énergie moderne d'AEM s'est illustré dans la réalisation de plusieurs infrastructures. Une volonté manifeste du gouvernement d'apporter un soutien substantiel au secteur de l'énergie et de l'eau. Au terme de la tournée à l'intérieur du pays, le ministre de l'Énergie et le directeur général de la SBEE font le point des remarques. Ils sont au micro de Jérôme Humbo et Patrick Gbenou. Pour ce que j'ai vu sur le terrain, sur ces 3 derniers jours, c'est plutôt de la satisfaction par rapport à la réalisation effective de ces installations modernisées qui augurent de lendemain meilleur dans le secteur de l'énergie en matière de transport et de distribution pour nos concitoyens. La nature même, le choix de ces actions concourt visiblement et concrètement à l'amélioration du secteur voulu par le gouvernement, décidé par le président de la République. Et sans embâche, je peux dire que c'est un élément, une brique majeure à l'édifice qui va nous permettre donc d'améliorer durablement ce secteur. Et les travaux de réhabilitation décidés par le gouvernement pour justement concourir à augmenter la capacité disponible sur notre territoire de 30 MW, tous ces éléments, vous voyez qu'il y a une cohérence entre ce qu'apporte le DAEM à travers la modernisation de ces infrastructures et les décisions prises par le gouvernement. Ne vous inquiétez pas, il y a déjà en préparation d'autres initiatives, notamment par la Banque mondiale, à travers un plan qu'on va appeler le PASE, qui est le plan d'amélioration des services énergétiques, qui viendra aussi renforcer tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas sans savoir d'un gros programme dont la mise en vigueur est pour bientôt, puisque le gouvernement y travaille d'arrache-pied. Je veux parler du MCA, deuxième compact du Bénin, pour près de 250 milliards de nos francs qui seront injectés dans le domaine de l'énergie. Dans un premier temps, on les remercie déjà pour tout ce qu'ils font pour permettre à la SBE de développer son réseau, de le rendre plus performant et moderne. Mais nous lançons un appel qu'ils nous accompagnent davantage dans les plans d'investissement que nous avons élaborés pour que la SBE puisse être le plus proche possible de sa clientèle. Autre sujet de développement, le pont de Togadji dans la commune de Zapota sera désormais disponible. Le ministre du Transport est allé constater l'évolution des travaux. Gilles Dansou. Des infrastructures de qualité pour le mieux-être des populations. Le pont de Togadji dans la commune de Zapota est en construction. Un pont qui est d'une importance capitale pour les populations. Le ministre du Transport, Hervé Héroumé, y a fait un tour pour voir l'évolution des travaux. Nous avons 2 parties de cet ouvrage. Il y a l'infrastructure qui est en béton armé et la superstructure qui est en métallique. Donc cette infrastructure est confiée au génie militaire. Le colonel Loco est avec moi ici, c'est le directeur du génie militaire. Et nous sommes déjà en phase d'attribution
du marché de pont métallique, la superstructure métallique qui viendra sur ces appuis en béton armé est en cours d'attribution et sera fait dans la semaine prochaine. Ce pont fait partie de 15 ponts métalliques, d'un ensemble de 15 ponts métalliques qui ont été, disons, prévus dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Le PAG qui est en exécution là. Et je voudrais bien croire, avec les assurances données par le colonel Loko, directeur du génie, que ces travaux vont prendre fin dans un futur immédiat. Place ensuite à une rencontre de sensibilisation des populations sur le programme d'action du gouvernement et les aspects clés de développement initiés pour la commune. Nous leur avons présenté le programme d'action du gouvernement pour la région. Nous l'avons présenté dans sa globalité, mais nous avons insisté sur les éléments qui concernent spécifiquement cette région pour que les populations comprennent la nouvelle vision du gouvernement, pour que les populations nous attendent aux résultats, pour que les populations puissent de nouveau espérer. Et nous sommes venus leur redonner de l'espoir. Nous leur avons présenté la nouvelle vision du président Patrice Talon, une vision nettement tournée vers le développement. Nous nous sommes très bien retrouvés dans le programme du président Talon, parce qu'il nous a dit ça, il est venu à Zakota ici, ce qu'il nous a dit, c'est ça qu'il est en train de faire. Et la promesse que la population aussi lui a faite, cette promesse aussi est en train d'être réalisée parce que la production du coton a très bien pris actuellement à Zakota. Je crois que la population l'a bien accueilli, la population nous a bien accueillis. Hein. On sent véritablement que la population de Zakota attendait ce moment fort-là pour comprendre réellement ce qui est contenu dans le programme d'action du gouvernement. C'est véritablement à l'actif du gouvernement de la rupture. Les populations sont désormais mieux sensibilisées sur les atouts du PAG. Célébration ce lundi 22 mai de la Journée mondiale de la biodiversité au Bénin, c'est la forêt naturelle de Kwaou qui a servi de cadre aux manifestations officielles. Des manifestations faites surtout de découverte de cet écosystème naturel. William Tchoki pour le point. C'est l'une des rares breviettes de diversité biologique du sud Bénin. Elle s'étend environ sur 200 hectares. C'est la forêt naturelle de Kwaou, commune de Ouida. C'est ici que les responsables du ministère du cadre de vie et du développement durable ont choisi pour commémorer la journée internationale de la biodiversité. Le Bénin a donc perçu l'importance que revêt la diversité biologique avec ses milliers d'espèces végétales et animales. En effet, il est connu de tous que la diversité biologique joue plusieurs rôles importants, des services de support, des services d'approvisionnement, des services de régulation, des services culturels et sociaux. Pour rappel, la Convention sur la diversité biologique vise essentiellement 3 objectifs: la conservation de ces innombrables ressources, leur utilisation durable, puis le partage juste et équitable des avantages découlant de leur exploitation. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons la nature, l'écosystème. Tout ce qui existe et qui contribue au bien-être de la population doit être préservé. Ici, à Kwaou, la célébration a voulu se coller au thème de la journée, la biodiversité et un tourisme durable. À cet effet, tout le cortège d'autorités, de disciples de Saint-Hubert, avec en tête ses apprenants, ont parcouru plusieurs kilomètres à l'intérieur de la réserve, un circuit touristique de découvertes ponctué d'explications, de lâcher d'animaux et aussi de familiarisation avec ces ressources animales et végétales de cet écosystème naturel. Dans le septentrion, la journée mondiale de la biodiversité est dédiée à la sensibilisation du grand public sur l'importance de la sauvegarde de l'écosystème naturel. Nestor Salah et Simon Vignon. La biodiversité, un fondement de la vie et des services essentiels basés sur les écosystèmes. Depuis le sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, la préservation de la biodiversité est considérée comme un des enjeux essentiels de développement durable. Les pays membres confessent que sans biodiversité, il n'y a pas la vie. Le Bénin n'est pas épargné par la dégradation de la biodiversité et plusieurs causes sont à l'origine de ce phénomène. Les activités humaines que nous menons chaque jour, vous voyez l'extension de nos villes, vous voyez l'activité de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, vous voyez les feux de brousse saisonnières. Tous ces facteurs-là contribuent
à la dégradation de la biodiversité, à savoir à la dégradation du couvert végétal, à la dégradation de la faune, à la dégradation de la flore, à la dégradation de la microflore. L'homme est donc le premier facteur de dégradation de son propre cadre de vie. Face à cette problématique environnementale, plusieurs actions sont menées pour restaurer le couvert végétal. Beaucoup d'actions qui ont été menées, entre autres l'instauration de la journée nationale de l'arbre, le 1er juin de chaque année, entre autres les programmes de gouvernement pour le reboisement, à savoir le programme 10 millions d'arbres, sont des actes, des facteurs pour inverser la tendance. Et ces efforts au quotidien pour protéger la nature sont toujours insuffisants. Insuffisants face au changement climatique qui menace presque tous les pays du monde. C'est pourquoi nous invitons toutes les populations, où qu'elles soient, à se mobiliser comme un seul homme pour lutter donc contre la dégradation de la biodiversité en changeant de comportement vis-à-vis de notre environnement. Évitons de faire des feux de brousse qui sont des facteurs de dégradation de l'environnement, à savoir la flore, la faune surtout. La pression démographique est aussi un facteur de dégradation de la biodiversité et l'homme, de façon consciente ou inconsciente, participe à la destruction de l'environnement. Un changement de comportement s'impose pour une vie durable, conclut ce défenseur de la nature. Plus que quelques jours encore pour le premier diplôme universitaire, le bac. Comment l'Office du baccalauréat se prépare-t-il? Le directeur nous explique ici les dispositions prises par son office pour un bon déroulement de cet examen. L'Office du baccalauréat s'attelle avec efficacité à l'organisation du baccalauréat 2017. Nous sommes à moins d'un mois déjà du déroulement des épreuves écrites, mais déjà dès le 1er juin commencent les épreuves pratiques F1, F2, F3E. Aujourd'hui, nous avons commencé ici à Saint-Rita, la distribution des convocations, aussi bien pour les candidats officiels des 2 départements à gros effectifs, c'est-à-dire littoral et atlantique, et pour les candidats libres également. Sur le plan national, des équipes sont disséminées dans tous les départements et avec la participation des DDF, des CISEC, les convocations seront distribuées et remises aux chefs d'établissement, aux candidats libres. Donc évidemment, les DOB s'est enfermé depuis 5 semaines et je crois que nous tendons vers la fin où les travaux confidentiels vont prendre fin, afin que dès le 1er juin prochain commencent les épreuves pratiques. Et d'ailleurs, il y a une tournée pour aller voir vraiment les dispositions, les centres d'examen, les salles, etc. Les propos du directeur de l'Office du baccalauréat ont été recueillis par Mylène Fanou et Ramatou Lawani. Soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi, le travail décent dans les pays de l'espace OADA, cas du Bénin et du Togo, c'est l'intitulé de ce travail de recherche. Il est sanctionné par la mention très honorable. Ghislain Boguet et Calvador Arwanou reviennent sur les grands moments de la séance. Mention très honorable pour la soutenance de thèse de Abdou Soumaïla Souno Tamou. Il a travaillé sur la notion de travail décent dans les pays de l'espace OADA. Ses travaux ont pris en compte le Bénin et le Togo. Il a parcouru entre autres des aspects tels que la protection de l'intégrité physique du travailleur, du contrat de travail, de la vulnérabilité du travailleur, du droit de travail, de la sécurité juridique et judiciaire dans les États parties de l'OADA. Nous retenons que le travail décent, c'est ce travail exécuté dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. De cette définition, il ressort 4 éléments essentiels qu'il faut réunir pour qu'on puisse parler du travail décent. Liberté, équité, sécurité et dignité. À l'heure actuelle, au Bénin et au Togo, nous sommes encore loin de parler d'un travail décent. La thèse de Abdou Soumaïla Souno Tamou lui a permis de passer en revue la situation du travailleur et de faire des propositions. Le dialogue social est précaire, sinon est discontinu. C'est un dialogue de crise. Or, le dialogue devait être permanent. Il faut rendre permanent le dialogue, comme ça se fait dans d'autres législations, comme en France, de sorte que chaque année, les travailleurs se retrouvent
pour pouvoir discuter des conditions avant d'entamer une nouvelle année. Vivement donc la décence dans le travail, encore qu'il faut avoir le travail tout court avant de demander qu'il soit décent. Formation des maîtres formateurs des petites et moyennes entreprises. Il s'agit de renforcer la capacité des coach masters pour mieux encadrer les acteurs du PME afin d'avoir des chefs d'entreprise qui réussissent cette formation. Elle est organisée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Précieuse Akwekonou et Yves Godopessi. Assurer la promotion des micros et petites entreprises et agroalimentaires pour garantir la sécurité alimentaire. C'est le but du ProSiva, un projet né de l'initiative spéciale Un monde sans fin. ProSiva est un projet qui travaille très étroitement avec les entreprises pour améliorer leurs capacités, leurs compétences et surtout pour créer l'emploi au milieu rural pour les jeunes et pour ceux qui veulent vraiment travailler. C'est une nouvelle initiative qui a été initiée par le gouvernement allemand et qui est aussi dans 14 autres pays dont le Bénin fait partie, créée en 2015 et qui continuera jusqu'en 2022. Cette formation est donc l'un des plans de ce projet, constituer un pôle de formateurs agréés pour appuyer ces entrepreneurs afin de leur permettre d'améliorer leurs capacités de gestion et d'accroître leur potentiel productif. On est en train de faire une formation pour former des formateurs qui, eux, donc, vont après utiliser cette méthode qu'on a été développée ici au Bénin, comme en Sierra Leone, pour la diffuser à un peu plus grande échelle au Bénin et dans la région. C'est les techniques andragogiques capables de les outiller à mieux identifier les besoins de ces entreprises et des entrepreneurs afin de les coacher efficacement. C'est des gens qui sont là pour suivre de près ces gestionnaires d'entreprises pour que leur entreprise marche. À l'heure actuelle, plus de 800 propriétaires d'entreprises ont déjà bénéficié des services d'une trentaine de coachs qualifiés selon la GIZ. Hors de nos frontières, une explosion a provoqué la mort de près de 22 personnes et fait une soixantaine de blessés au foyer du stade Arena de Manchester, c'est au Royaume-Uni. La déflagration s'est produite à la sortie d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. La police a vite évoqué un incident terroriste après qu'un kamikaze a fait exploser sa ceinture. Le Royaume-Uni est depuis hier soir sous le choc. Le point de cet incident, c'est avec nos confrères de France Télévisions. La caméra de cette voiture a enregistré la puissante explosion. Il est environ 22h30 à Manchester. D'après la police, le concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, très appréciée des adolescents, vient à peine de se terminer quand un kamikaze actionne son engin explosif dans le foyer du stade Arena, là où se vendent tickets, boissons et souvenirs. Dans la salle de concert, la panique prend le dessus aussitôt. Alors qu'à l'intérieur règne le chaos, ceux qui sont parvenus à l'extérieur racontent. J'étais inquiète, alors j'ai appelé ma mère. Je n'arrivais pas vraiment à entendre quoi que ce soit parce que cette oreille était bouchée. J'ai vraiment eu très peur. Les gens criaient, ils hurlaient, c'était une fuite chaotique vers la sortie la plus proche. Les gens pleuraient, ils gémissaient, c'était vraiment bouleversant. À Manchester, l'Arena est la plus grande salle de concert et peut accueillir jusqu'à 21 000 personnes. D'après les témoins, elle était alors pleine d'enfants et d'adolescents. D'après la police de Manchester, le bilan fait état de 22 morts et 59 blessés. Avec ce lourd bilan, cette attaque à Manchester est la plus importante sur le sol britannique depuis les attentats de Londres le 7 juillet 2005. Voilà, c'est tout pour le 13h de ce mardi 23 mai 2017. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention et bonne suite de journée, toujours en compagnie des programmes de la télévision nationale.